on parlait du Burkina Faso. La police disperse une manifestation pro-russe. Giorgio, non, je dis parole. Pourquoi je ne parle pas de sentiment anti-français, de départ de français, etc. Je pense que ça peut être même la cause de la dispersion des manifestants. Parce que vous savez, nous ne sommes pas contre la France en tant que pays partenaire. Nous sommes peut-être contre la politique de la française en Afrique. Ouais. Donc du coup, ce n'est pas par la présence physique ni par leur départ qui fait le problème. Comment est-ce que les négociations sont faites? Comment est-ce que l'inégalité se fait voir dans les rapports d'échange entre la France et les pays africains? C'est ce qu'on décrit. Donc du coup, ce n'est pas une manifestation. Et comme Ambroise l'a dit, c'est parce que nos chefs d'État aussi en fait, se sont prêtés à ce jeu peut-être. C'est pas ça. C'est pourquoi je dis je ne veux même pas livrer là-bas. Ce que je dis tout simplement, les autorités burkinabées, ils pensent tout simplement que ce n'est pas par manifestation qu'on peut arriver à mettre en égalité les deux pays. Donc, c'est par d'autres stratégies diplomatiques. Donc, du coup, les manifestations, c'est bon, on a compris le message de la population. Même si c'est peut-être deux personnes de la population, mais le reste va être fait par qui? Par les diplomates burkinabés. Et donc, pour conclure, c'est que le problème qu'on a en Afrique aussi, généralement, c'est sur ce problème-là que nous décrions. Nous, en tant qu'Africains, nous devons être soudés d'abord. Être un d'abord. Nous ne devons pas permettre le traîtrisme. Et soudés, c'est par ces débats, surtout contradictoires, parce que c'est progressivement que ça va arriver. La contradiction, vous devez savoir que la contradiction amène quoi? De comprendre l'autre, tout simplement, dans son opinion. Mais ça permet aussi de déceler la personne qui est en face de vous. Merci. Alors, Ambroise, sur ces manifestations, ou bien cette manifestation dispersée au Burkina Faso, manifestation pour la présence russe, surtout militaire, pour contrer les groupes djihadistes qui sont en face. Oui, je vois qu'il y a une certaine duplicité dans le management de la gestion sécuritaire au Burkina. Vous savez, les nouvelles autorités burkinabées ont semblé arriver pour pouvoir mettre un terme à la sécurité en mettant au Niouf le président Christian Kaboré. Alors qu'ils n'avaient pas aussi la science infuse pour pouvoir maîtriser les terroristes ou les djihadistes. La question du terrorisme en Afrique de l'Ouest est une question du Sahel et c'est une question d'un couloir quelque part qui se trouve au centre de tous les trois pays-là, le Niger, le Mali, le Burkina surtout, peut-être le Cameroun et le Nigeria. Aujourd'hui, celui qui est en passe de faire face de façon claire et rigoureuse face au terrorisme, c'est l'État de la Russie. La Russie, de ce que nous avons appris de ce pays, a aidé bon nombre de pays à avoir l'indépendance. Cuba, le Mozambique, la Namibie, anciennement appelée la Rhodésie du Sud. Il y a plusieurs pays que la Russie a aidés. La Russie n'a jamais pillé ces pays-là. C'est-à-dire que, faisant partie d'une zone où elle a été ignorée totalement, après l'année des Lumières au niveau de la France, et ensuite la révolution industrielle française et l'émergence des États-Unis de la partie ouest, la Russie a été lésée, malgré qu'elle a eu à contribuer à vaincre la Première Guerre mondiale aux côtés des Occidentaux, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette Russie-là, arrivée en Centrafrique, a montré ses preuves. Qu'est-ce que la France essaie de faire? Prouver que la Russie, le Wagner, est un groupe de mercenaires. C'est un groupe de... Pas seulement... Il parle de mercenaires. C'est un groupe de voyous, de criminels qui assassinent les gens, qui font des trucs, parce qu'il y a tellement de l'or. On va vous dire que la Centrafrique est un scandale géologique. Moi, j'ai un frère qui est en Centrafrique, il me dit, et un expert aussi l'a confirmé, que si la France essaie de mettre sa main sur la Centrafrique à travers le Tchad, c'est le Tchad qui est le bras armé de la France en Afrique centrale. La Séléka, c'est qui? C'est une fabrication des miliciens tchadiens qui sont transportés en Centrafrique. Si la Russie est arrivée à bouter les terroristes
hors de la Centrafrique, qui arrivent avec des munitions, des missiles, des hélicoptères de dernière génération, mais aussi de radars pour dénicher la zone d'existence de ces terroristes, et que le Mali aujourd'hui arrive à buter ces terroristes, et qu'on nous dise que c'est des civils qui ont été tués. Pourquoi le Burkina Faso ne peut pas faire appel? Dans tout ça, là, on peut avoir des exactions. En Centrafrique, oui, celui au qui Mali. vit plus le mal des terroristes, c'est le Burkina. 10 000 civils ont été déjà tués par les terroristes dans moins de 3 ans. C'est trop. Donc, avec ça, vous pensez que le cri de la population qui subit, le chef de l'État qui est là, le militaire là, il ne subit rien. Hein. Il est protégé par les militaires, tout ça là. Mais ceux qui subissent le plus et qui ont pris le pavé la dernière fois, c'est les civils, c'est la population fatiguée. Je me rappelle, il y a une entreprise de BTP ici au Togo qui a gagné un marché, je crois à 200 km poussière. Il devait faire la route là, la route de, je crois c'est 9 milliards qui a été tout ça. Bon, je me rappelle de tout ça. Mais qui ont été chassés par les terroristes, ils ont rapatrié tout le monde ici au Togo. Nous, on a eu à titrer sur ça. Pour vous dire qu'en réalité, le Burkina Faso a besoin de quelqu'un qui puisse faire face réellement aux terroristes. Le G5 Sahel ne peut jamais fonctionner parce qu'il y a une intrusion occidentale. Qui doit financer le G5 Sahel? C'est toujours les Occidentaux. Il y a l'argent, il y a les forces, mais on ne finance pas pour laisser faire. Et ça, c'est un expert de haut niveau qui nous dit ça. Parce qu'il y a tellement de méli-mélo dans cette affaire que la Russie est arrivée, qui fait ses partenariats carte sur table. Et respecte ce qu'il a pris comme engagement. Pas comme la France. La France qui est là au Mali pendant 8 ans, qui n'a rien foutu. Le pire, avec la présence de la France, les terroristes ont gagné le territoire à 80%. Qui peut encore faire face et faire confiance à ce pays-là? Donc la Russie est venue, ça ne peut pas 3 mois. Ça ne passe même pas 6 mois. Mais regardez le résultat qu'ils ont obtenu en Centrafrique et au Mali. Et vous dites que les gens vous demandez aux gens de ne pas crier, de faire venir la Russie. Je serai à la place de ce chef d'État-là. Ce président-là est en train de faire de la duplicité et de l'hypocrisie. Ils n'ont qu'à quitter cette hypocrisie-là et de pactiser avec d'autres partenaires, la Chine et la Russie, pour pouvoir lutter réellement contre le terrorisme. Parce que quand les gens vont commencer, pas encore tomber, son pouvoir même sera en danger au Burkina Faso là-bas. Donc, cessez l'hypocrisie, laissez tomber. Cessez de disperser les manifestations. Ils sont en train même de divertir l'opinion publique africaine et se cachent derrière un certain... Et il y a là où se trouve encore la duplicité vis-à-vis de la CEDEAO. La CEDEAO ne dit rien. Maintenant, il donne un ultimatum au Burkina Faso et à la Guinée sera surpris. Les deux suivront ce que le Mali est en train de faire. Et qui va encore suivre demain. Donc pour vous dire qu'en réalité, le problème du terrorisme, c'est un problème de sécurité, c'est un problème d'abord du pays où le terrorisme fait mal. Si dans mon pays le terrorisme fait mal, je dois d'abord être prêt à affronter le terrorisme avant de compter sur les autres. Maintenant, si je décide de faire face au terrorisme en partant un partenariat avec quelqu'un qui est plus fort que la France, que les États-Unis, qui ne veulent rien faire, mais c'est automatique. Alors, mais qu'est-ce qui fait courir les pays francophones vers le Commonwealth? La question mérite d'être posée alors que le Gabon, pays d'Afrique centrale 100% francophone, va adhérer cette année à l'organisation de Commonwealth. Le président Ali Bongo Ondimba a justifié ce tournant géopolitique majeur par la nécessité d'appartenir à un autre espace multiculturel dans un monde globalisé. En revanche, le pays soutient qu'il reste membre de la francophonie. Dans tous les cas, sa démarche a inspiré le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest dont l'Assemblée nationale a autorisé ce vendredi, donc 22 avril, dans une résolution, le gouvernement a parachevé le processus d'adhésion du Togo au Commonwealth. On commence par vous, Sana Sadio. Qu'est-ce qui motive cette décision de l'Assemblée nationale du Togo? Tout d'abord, il faut dire que le Commonwealth, c'est 54 pays. 54 pays qui sont réunis et qui constituaient auparavant le Royaume-Uni avec ses anciennes colonies. Donc, je crois que c'est une population estimée à environ 2,5 milliards de personnes. Et bien évidemment, c'est avant tout un marché commercial pour le Togo. L'adhésion du Togo au Commonwealth va permettre
aux producteurs togolais d'exporter, d'échanger avec ces pays qui sont réunis au sein du Commonwealth. Tout d'abord, il faut dire que des pays comme le Rwanda et la Mozambique, qui n'étaient pas des anciennes colonies britanniques, font partie du Commonwealth. Et vous ne serez pas surpris que, quand bien même l'actuelle directrice générale de la francophonie est une Rwandaise, le Rwanda fait toujours partie du Commonwealth. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'exprimer tout ce rejet de la France. Le Togo n'a pas eu besoin de manifestations anti-France avant d'engager depuis 2014 le processus d'adhésion au Commonwealth. Cela veut dire qu'on peut faire des choses sans tapage et en douce, en toute efficacité. D'abord, et ensuite, il y a le fonds du Commonwealth pour la coopération technique qui permet d'accompagner ces pays qui sont membres en matière de progrès économique et social. Il y a chaque 4 ans les Jeux du Commonwealth, comme il y a aussi les Jeux de la francophonie, qui permettent aux athlètes de haut niveau de ces pays de compétir. Je crois en 2018, c'était au Ghana, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est très bonne. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un atout culturel pour nous d'abord. Pour nous, ça va être une opportunité pour nous comment on appelle, de réapprivoiser la langue anglaise, parce que c'est une opportunité pour nos enseignants d'anglais de se perfectionner. C'est un marché qui s'ouvre aussi au marché de, comment on appelle, les études. On aura l'opportunité, parce qu'il y a des bourses d'études qui sont dédiées aux pays du Commonwealth. Il y a des opportunités d'emploi qui sont ouvertes aux pays qui adhèrent au Commonwealth. Et aujourd'hui, je pense que la plus grande opportunité, parce que vous conviendrez avec moi, quand bien même nous sommes dans un espace économique, la CEDEAO, partagé avec les pays comme le Ghana, le Nigeria, ces géants, c'est-à-dire ces poids lourds économiques de la CEDEAO font partie du Commonwealth. Donc ces barrières qui existaient avant et qui n'arrivaient pas à être jugulées par les accords de la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, nous adhérons, le Togo va adhérer, je crois, la demande va être... La demande vont se prononcer en juin. Je crois que ce sera au Rwanda, non? Au Rwanda, en juin. Donc, c'est un ensemble d'opportunités qui s'offrent à nous. Et il faut dire que la spécificité du Commonwealth, c'est-à-dire ce sont des pays qui n'ont aucune obligation en eux. Ils se traitent sur la base d'égalité, sur les principes démocratiques, la liberté d'expression. Et moi, ce qui est le plus important pour moi, lorsque j'ai pu lire la charte du Commonwealth, c'est qu'il y a un accord, ou bien il y a un principe qui dit qu'il faut assister les plus petits pays et les faibles, et les aider en cas de danger. Donc moi, aujourd'hui, tel que je l'avais dit précédemment, je ne dirais pas que je suis séduit, je suis convaincu de l'efficacité de la diplomatie togolaise qui est représentée par le professeur Robert Dussé sous le magistère de notre président de la République, de ses positions audacieuses et qui précise depuis lors et toujours qu'il ne s'agit pas de quitter la francophonie, mais de diversifier nos partenariats. Et je suis heureux qu'on n'a pas eu besoin que ce soit dans une approche conflictuelle, de joute verbale, de ci, de ça. Mais je dis que la diplomatie togolaise fait son chemin. Lorsque je parlerai peut-être des relations monétaires, mais le Togo est le pays qui a pris la décision courageuse d'organiser le sommet sur l'éco, sur la transition monétaire. Mais je vous dis qu'aujourd'hui,
Mais le Togo trace son chemin. On n'a pas besoin de beaucoup de bruit, mais nous voyons que beaucoup d'efforts sont faits sans frustrer, sans insulter, entre guillemets, sans, n'est-ce pas, brusquer nos partenaires d'avant. Alors, et c'est ça qu'on a besoin, c'est ça une diplomatie efficace. un processus complexe pour un pays qui a une histoire particulière. Georges Eo, le Togo, vers le Commonwealth, comme Sana l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que le Togo ne va pas quitter la francophonie. Il y a des avantages et il faut en profiter. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous pouvons que attendre d'abord que le Togo soit accepté, qu'il participe effectivement au Commonwealth. Et là, nous pouvons que nous en jouer parce qu'il y a la diversité culturelle. Il y a cet engagement des premières autorités à diversifier les partenaires, les sources de développement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que l'engagement pris par ce gouvernement, vraiment quand vous les voyez en œuvre, vous constaterez que au jour le jour, le gouvernement s'active à passer par les moyens appropriés pour parvenir à la croissance et au développement de notre pays. Donc vous n'êtes pas sans savoir, on n'a pas besoin parce que ce n'est pas contraignant, ce n'est pas obligatoire, que si nous sommes en francophonie, nous ne pouvons pas être dans cet espace de Commonwealth. Et là, comme les accords le disent, les pays sont libres. Il n'y a même pas d'autres contraintes pour nous obliger à être toujours ensemble, même en cas d'agression d'un pays ou bien quelque chose que nous soyons obligés, par exemple, de voir ou bien de suivre les directives du Commonwealth. Et comme vous constaterez, il y a plus d'une cinquantaine de pays. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a des avantages, des barrières pour ce qui concerne le commerce international, pour ce qui concerne l'import-export, nous allons aussi bénéficier. C'est ça même qui fait amoindrir les risques en matière de commerce international. Donc aujourd'hui, nous pouvons que féliciter le gouvernement, surtout en passant par l'Assemblée nationale, la représentation nationale, pour ce qu'il a donné au gouvernement d'aller jusqu'au bout de cet accord. À l'unanimité. Oui, parce qu'il le faut, parce que c'est la représentation nationale. Oui. Si nous parlons de développement, il faut qu'on mette les outils à la main du gouvernement pour qu'il puisse développer. Et c'est aussi à travers ces accords. Il serait souhaitable que le Togo soumette attend sa candidature officielle. Le secrétariat du Commonwealth a informé notre pays que la dernière consultation pourrait se faire le plus tôt possible, de sorte que la prochaine réunion du 20 juin, notre pays puisse occuper sa place, a déclaré le ministre Christian Trimois des droits de l'homme et de relations avec les institutions de la République. Ça va vite, Ambroise Pondio. Oui, j'estime que venant d'un pays qui demande à être membre d'une organisation, je crois que c'est un vœu classique qui existe partout dans le monde. Mais je ne crois pas que, et le Togo, si le Togo veut adhérer à Commonwealth, nous on l'avait appris depuis 1 an, je crois qu'il appartient au gouvernement togolais de savoir ce qu'il veut en rentrant dans une organisation anglo-saxonne. Parce que peut-être la francophonie, ils sont fatigués de la francophonie, peut-être la France ne sera pas d'accord, parce que ceux-là qui font les yeux du Commonwealth attirent les courroux de la France. Ça, beaucoup ne le disent pas. Parce que Commonwealth, c'est l'anglais. C'est le speech anglais. La francophonie, c'est le français. C'est le pôle même de l'existence de cette organisation. Après, on vous parle de l'économie, de la culture, peut-être de la politique. Et on ne rentre pas dans ces organisations sans qu'il y ait des critères d'adhésion. La démocratie viendra, la bonne gouvernance viendra. Les mêmes produits que les Occidentaux ont vendus et qui le font à géométrie variable, dans certains pays, ok, on peut imposer la démocratie et la bonne gouvernance,
dans d'autres pays, on accepte les dictatures, on bouffe, c'est-à-dire qu'on pille ces pays-là en souterrain et on brandit le drapeau de la souveraineté, non seulement de la souveraineté, mais de la démocratie et de la bonne gouvernance. Au Togo, ça fait 60 ans qu'un régime est là. On est dans la francophonie, rien n'a jamais changé. Moi, je connais le père et je connais le fils aujourd'hui. Si ils veulent rentrer dans la francophonie et dans le Commonwealth, ça c'est leur problème. Mais je suis en train d'analyser, de voir une autre analyse en disant que qu'est-ce qui talonne le Togo à rentrer dans ça? Peut-être que la francophonie est trop exigeante ou les organisations sont trop exigeantes par rapport à la gouvernance et à la démocratie. Et la démocratie, c'est les élections transparentes et libres. Ça, ces gens ici ne veulent pas. Et donc, quand on ne veut pas, je ne sais pas par quelle alchimie, je ne maîtrise pas les critères du Commonwealth, mais je ne sais même pas par quelle alchimie on va les ouvrir en juin prochain, la boîte du Commonwealth. Parce que je me dis qu'il y aura forcément la ligne rouge de la démocratie et de la bonne gouvernance des élections là-bas. Donc, il fuit. Il ne sert à rien de fuir une guerre pour entrer dans une autre. Aujourd'hui, les gens, d'abord l'Assemblée nationale qui a voté ça là, ce n'est pas une assemblée représentative. On vous dira que légalement elle est représentative, mais elle n'est pas légitime. Je ne jamais répéter ça, même si c'est à 80 ans, je répéterai ça. Que cette assemblée-là ne me représente pas, moi Ambroise. Non. Je n'ai jamais mis pied dans cette assemblée. Parce que Jean-Pierre Fabre disait quelque chose, je l'ai su ce matin, et je lui ai donné raison. Quand Charles Kondi Agba, c'est juste une parenthèse, quand Charles Kondi Agba disait que l'opposition a démissionné ou l'opposition a fait quelque chose comme ça, Jean-Pierre Fabre dit, Charles Kondi Agba a raison, parce qu'il parle d'une opposition qui est à l'Assemblée, il ne parle pas d'eux. L'opposition, il a cité même les Génitama, les Kagbara, Innocent, les Alipui, tout ça là. Ça c'est l'opposition, c'est l'opposition que le pouvoir BT uni veut. Ils n'ont qu'à aller faire leur cinéma à l'Assemblée. Mais il y a une autre opposition qui est légitime aux yeux du peuple. Ça, les gens, on ne le dit pas. Eux-mêmes, ils se trompent là-bas, pensant que le peuple n'est pas... Comment savoir que c'est légitime aux yeux du peuple, comme vous l'aviez dit, Ambroise? J'étais dans les bureaux de vote quand on a voté pas les élections, oui. J'étais dans les bureaux de vote. Pas sur tout le Togo, mais j'ai sillonné au moins une trentaine de bureaux de vote à Lomé. Lomé fait le tiers de l'électorat. Je ne vais même pas rentrer ouvrir ce débat. Vraiment. Mais je me dis que quand les gens veulent rentrer, il y a des lois scélérates et uniques qu'on a votées à cette assemblée-là. Bientôt, peut-être, je titrerai le malheur du Togolais aujourd'hui, c'est cette Assemblée nationale. Les lois qui modifient la loi de 1901, liée aux associations, c'est cette Assemblée nationale. La loi qui a voté les trucs de l'OT et tout ça, c'est l'Assemblée nationale. Vous allez voir comment les gens crient par rapport à tous ceux qui voyagent, qui doivent revenir avec juste des gâteaux ou des chocolats, tout ça là. Je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore. La loi sur les syndicats, c'est cette Assemblée nationale. On a comme l'impression qu'on a eu une assemblée qui devait être légitime, c'est-à-dire qui devait être le représentant du peuple, mais qui a plutôt joué à esclavagiser, à noyer le peuple togolais. Je ne sais pas si eux-mêmes ils peuvent faire le bilan de leur passage à l'Assemblée. Donc, si une Assemblée nationale vote une loi pour faire entrer le Togo dans d'abord le Togolais n'a rien à foutre dans ça, qu'est-ce que le Togo va gagner? De toutes les lois qu'ils ont eu à voter il y a pratiquement 5 ans, l'année prochaine, on va avoir les élections législatives, qu'est-ce que le Togo a gagné? Le Togo a régressé. Le Togo s'est enfoncé dans la misère, dans la pauvreté. C'est eux qui sont dans les 4x4 avec les plus d'1 million, les bons d'essence, les primes, tout ça là. Qu'est-ce que le Togolais a gagné? Le Togolais a régressé 3 fois. Si le Togolais a 1000 francs en réserve, aujourd'hui le Togo a moins 500 francs. Ça veut dire que 500 francs, il doit aller prêter chez quelqu'un. Pour vous dire qu'en réalité, le Togolais n'a rien à foutre, le Togolais n'a rien à gagner dans cette histoire du Commonwealth. Et si eux aussi, ces gens de Commonwealth qui sont là-bas, ils ouvrent leur maison à toutes les brebis galeuses, je suis désolé. Je parle bien des dictatures, c'est des brebis galeuses. Ils vont foutre quoi au Commonwealth? Ils n'ont rien servi à la francophonie, encore moins à la CEDEAO. Ils vont aller foutre quoi là-bas? Donc, si le Togo rentre dans le Commonwealth, ça c'est son problème avec son président, Faure Gnassingbé. Si le Togo veut rentrer même dans la mer, il n'a qu'à aller dans la mer, il n'y a aucun souci. Ça fait rire. Oui, Sarah, vous voulez réagir? Non, moi je dirais que je me retrouve pleinement dans cette Assemblée nationale qui au moins a su voter la loi sur l'universalité de l'assurance maladie au Togo. Ne serait-ce que cela.
je me retrouve pleinement dedans. Ceci dit, on peut, pour faire plaisir, dire beaucoup de choses. Mais moi, ce que je veux répéter, c'est que le Togo, ce n'est pas depuis hier, ce n'est pas par le vote de l'Assemblée nationale que ce processus a commencé. Ce processus a commencé depuis 2014. Je crois l'année passée, si je ne me trompe pas, en juillet, il y a eu une mission du Commonwealth qui est venue au Togo. Mais ils ont rendu compte des efforts à faire et des choses encore à faire. Mais moi, je crois qu'il ne faudrait pas rentrer dans des considérations populistes pour banaliser une thématique assez sérieuse. Le Togo, comme je l'ai dit, a beaucoup à gagner. Vous savez, lorsque vous prenez les 2,5 milliards de population que représente le Commonwealth, vous avez l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh qui représentent 80% de ces 2,5 milliards d'habitants. Cela veut dire qu'en rentrant dans le Commonwealth, c'est le marché de l'Asie qui s'ouvre au Togo. C'est très important. Peut-être, des gens par leur activité ne peuvent pas s'adresser à des consommateurs en Asie, mais au-delà de tout, il y a des gens, il y a des producteurs togolais, il y a des travailleurs togolais, ne serait-ce que dans le domaine de l'informatique, ça va ouvrir beaucoup d'opportunités. Si l'on veut remettre en cause le bilan économique et social du Togo, je vous dis qu'il y a des organisations crédibles qui font des rapports sur la situation économique du Togo. Allez sur le site de la Banque africaine de développement, allez sur le site du FMI, de la Banque mondiale, sur les efforts réalisés par le Togo. Moi, par exemple, quand on veut me parler de la pauvreté au Togo, j'aimerais qu'on nous challenge avec des chiffres. Sinon, c'est facile pour moi de venir ici et de dire « Oh, les gens sont pauvres, les gens... » Oui, la pauvreté, mais parlons des chiffres. S'il y a eu 1 million de pauvres, il fut 10 ans au Togo. Y en a-t-il toujours 1 million? Je veux qu'on nous challenge par des chiffres, pas par des affirmations gratuites. Et c'est en cela qu'on peut mener des débats sérieux et des débats qui permettent d'élever le niveau du débat. Quand les gens trouvent à manger, comment ils doivent reconnaître la pauvreté? Quand vous allez vous tendez la main, vous avez chaque fois 50 000, 100 000 francs. Comment vous allez sentir la pauvreté? Dans tous les cas, le processus ne fait que commencer. Georges Hérault, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps est contre nous. D'ici le 20, on aura le temps de pouvoir parler. On garde l'équipe pour lundi prochain, si vous le souhaitez. Ça a été un plaisir de pouvoir partager ce plateau avec vous. Sana, Komla, Sadio et tout. Vous êtes analyste économique et sociopolitique. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager également le plateau avec tout à fait. le la route de Ségbé. Il faut élargir la route de Ségbé. Il faut élargir la route de Ségbé. La route est très étroite. Allez, on va rentrer dans comment Georges Hérault, ça a été un plaisir d'être également avec vous. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. À très bientôt.